Alors, avant de passer aux conséquences du changement climatique sur la vie quotidienne, juste un petit mot sur la notion de résilience c'est un mot que vous avez sans doute déjà entendu, qui est devenu assez populaire depuis une dizaine d'années et qui, bon, en gros, se rapproche de la notion de résistance. Appliquée aux questions de changement climatique et d'impact sur le territoire, on peut la définir comme c'est indiqué là, c'est-à-dire la capacité à maintenir le confort et la sécurité de la population du territoire euh, dans un contexte d'événements extrêmes de plus en plus fréquents. Euh, alors justement, cette résilience, elle consiste d'abord à savoir faire face aux événements climatiques majeurs. Et donc ça requiert en fait de savoir développer une culture du risque, non seulement auprès de la sécurité civile, les pompiers, les hôpitaux, etc., mais de la population en général et de savoir gérer collectivement ces crises climatiques. Alors, comme les moyens ne sont pas, bien sûr, illimités, il faut être capable de bien comprendre les risques pour pouvoir les prioriser et affecter les moyens de la façon la plus efficace possible. Il faut donc, comme je viens de le dire, euh, organiser la gestion de crise et donc pratiquer des exercices qui associent donc non seulement la sécurité civile, mais également la population, les entreprises, etc., que chacun sache que faire, comment réagir quand ces événements surviennent. Et puis, il faut également euh, envisager le territoire dans son ensemble et voir comment les différentes parties du territoire peuvent se venir en aide les unes aux autres. Je vous donne un exemple. Si on a des vagues de submersion en pleine saison qui empêchent, enfin qui chassent des touristes, des campings ou des hôtels, qu'il faut les héberger et les prendre en charge temporairement, évidemment, c'est pas quelque chose qui s'improvise au dernier moment. Donc, la gestion des crises et la culture du risque, c'est un thème, le huitième thème que vous pouvez considérer. Alors maintenant, parlons un petit peu des conséquences concrètes du changement climatique sur la vie quotidienne. Donc, je vais parler successivement des questions de logement, de mobilité, d'emploi, d'économie et d'alimentation. Et donc, pour commencer, quelques mots sur le logement. Alors, comme je l'ai dit un peu plus tôt, la population a doublé sur le territoire en 40 ans, la fréquentation touristique a explosé. Ce que j'ai pas cité, mais qui est tout à fait concordant avec ces deux éléments, c'est le fait que le nombre de résidences secondaires également a cru de façon extrêmement soutenue ces dernières décennies. À titre d'exemple, à Arcachon, il y a à peu près 11 000 résidents à l'année, et il y a 12 000 résidences secondaires. Euh, Évidemment, c'est une conséquence très concrète. L'artificialisation des sols que j'avais évoqué un peu plus tôt, de l'ordre de 1000 hectares sur la décennie 2010, a été largement due à la construction d'habitats supplémentaires. Ce parc de logements, il est soumis donc à des risques climatiques, à des risques de submersion, à des risques d'inondation, à des risques de retrait-gonflement des argiles qui fragilisent le parc. Il y a des zones qui ne sont plus constructibles parce que justement soumises à des risques. Et puis il y a des bâtiments existants qui ne vont plus être utilisables d'ici quelques temps pour ces mêmes raisons. Donc d'une certaine manière, il y a un peu un effet tenaille sur la question du logement entre une demande accrue, permanente de nouveaux logements et de nouvelles capacités d'hébergement touristique, et puis des risques qui réduisent les capacités et la performance du parc de logement. Alors, on peut jeter un œil un peu plus en détail sur l'état du parc. Alors, il y en a 71% qui a plus de 20 ans, donc qui n'est pas forcément
aux meilleures normes d'isolation notamment. Et en fait, c'est exactement ce que nous dit l'ADEME, hein. Il y a en gros 4 logements sur 5 qui devront être rénovés d'ici 2050, et dont un quart pour lesquels c'est quand même une urgence parce qu'il s'agit de passoires énergétiques. Alors bon, c'est à peu près un quart, c'est à peu près le niveau de la Gironde, mais enfin c'est quand même significativement au-dessus du niveau moyen français. Et bien sûr, quand on parle d'isolation thermique, bon, on pense aux hivers froids, mais enfin dans notre région, c'est quand même relativement limité. Mais il faut songer surtout à la capacité à s'abriter des vagues de chaleur. Euh, c'est, c'est, ce problème de passoire énergétique est également euh, associé à une question de dépendance aux énergies fossiles, puisqu'on a quasiment 4 résidences sur 10 qui sont chauffées au gaz ou au fioul, et donc on a encore une fois une dépendance aux énergies fossiles, et c'est un problème assez majeur pour plus d'un ménage sur 10 qui sont en situation de précarité énergétique, c'est-à-dire qu'ils doivent affecter plus de 4% de leur budget, en gros, pour se chauffer et le cas échéant se refroidir. Donc le logement, c'est un thème en soi, thème numéro 9 dans notre liste. Quelques mots sur la mobilité, le transport et la mobilité. Alors, il se trouve que notre territoire est quand même relativement bien maillé, relativement bien organisé, et le fait est que la plupart des habitants peuvent accéder assez facilement, à pied ou à vélo, donc sans voiture, aux biens et services, notamment biens et services essentiels. Là, vous avez quelques illustrations chiffrées de ce maillage. Plus de 60% des habitants peuvent accéder à pied ou à vélo à un collège ou à un lycée, 86% à des commerces alimentaires. Bon, voilà. Bon, mais malgré tout ça, dans la pratique, on se rend bien compte que la voiture est le principal mode de transport du territoire. Euh, les chiffres, là encore une fois, le montrent. 86% des actifs utilisent quotidiennement leur voiture pour aller travailler. Et c'est également le cas des touristes qui viennent à près de 6 sur 10 en voiture sur le territoire. Alors c'est un chiffre qui est plutôt en baisse ces dernières années, mais enfin qui reste quand même assez soutenu. Alors évidemment, ça a des conséquences, ce trafic automobile a évidemment des conséquences directes sur l'environnement. Les 780 000 tonnes de CO2 que j'évoquais tout à l'heure, émises chaque année, euh, euh, près de 60% en fait provient du routier. Évidemment, ça n'est pas l'électrification du parc automobile qui nous sauve, puisque on a que 2% du parc qui est électrique. Alors c'est le même niveau que la Gironde et la France, mais bon, ça reste bien sûr totalement marginal. Euh, c'est là encore une confirmation, enfin une confortation plutôt de notre dépendance aux énergies fossiles, et c'est aussi une source de précarité pour près d'un ménage sur 7 qui doivent consacrer plus de 6% de leur budget euh, à, à la mobilité. Et dernier point à avoir en tête sur les questions de mobilité, euh, on a une population de plus en plus âgée autour du bassin, qui est évidemment plus sensible, plus fragile, plus vulnérable sur ces questions de mobilité, et cette population de plus de 60 ans est en forte augmentation, elle est passée d'un quart à plus d'un tiers en une dizaine d'années. Transport et mobilité, thème numéro 10 dans notre liste. Euh, pour poursuivre, quelques mots sur l'économie locale et l'emploi. Bon, alors je vais pas revenir là-dessus, mais le point vraiment important, c'est la dépendance de notre économie locale au tourisme.
Alors c'est 7000 emplois, c'était 7000 emplois en 2019, donc c'est à mettre en regard du chiffre que j'ai donné tout à l'heure, un peu plus de 50 000 emplois sur l'ensemble du territoire, donc c'est pas du tout marginal, c'est pas du tout l'épaisseur du trait. Et puis les retombées économiques, c'est-à-dire les dépenses des touristes sur place, étaient estimées à 760 millions d'euros en 2019. Donc là aussi, c'est évidemment une manne très significative pour nous. Mais évidemment, les questions d'emploi sur le territoire sont indissociablement liées aux questions de mobilité. Concrètement, sans voiture, c'est très compliqué d'avoir un emploi. Bon, on peut avoir la chance de trouver un emploi juste à côté de chez soi, mais c'est quand même relativement rare. Donc comme je le disais tout à l'heure, 86% des actifs du territoire en fait utilisent leur voiture au quotidien pour aller travailler. Et les trajets qu'ils ont à couvrir sont quand même relativement importants. Alors dans le sud bassin, c'est assez modéré, moins de 8 km. Mais dans le nord bassin, on monte à près de 22 km, et puis dans le Val de l'Air, on pète un peu tous les scores, puisqu'on est à plus de 34 km de trajet médian. Donc là, vous avez aussi deux thèmes possibles à traiter. Le premier thème, c'est l'économie et l'emploi en général sur le territoire, et puis le tourisme, sur lequel il y a, à mon avis, suffisamment à dire pour en faire un thème en tant que tel. Je vais clore ce chapitre sur les effets du changement climatique sur la vie quotidienne en Pays de Buch par quelques mots sur l'agriculture et l'alimentation. Alors, avec les terres agricoles dont nous disposons sur le territoire, on pourrait, sur le papier, couvrir très très largement nos besoins alimentaires en fruits et légumes. Bon, il se trouve qu'on mange pas que des fruits et légumes, et puis que par ailleurs, on n'a pas forcément la diversité de production locale appropriée. Avec la configuration actuelle, en fait, seuls 10% de notre consommation alimentaire totale pourrait être couverte localement. Alors, il y a des pistes on pourra améliorer un peu ça. Euh, La première chose, c'est qu'on pourrait diversifier donc cette production agricole pour mieux coller aux besoins locaux. Là, on pourrait monter à peu près à 17% d'autonomie alimentaire. Euh, et on pourrait même monter jusqu'à 25% en réduisant la part de viande dans nos régimes. Néanmoins, donc au mieux, on ne dépasserait pas 25%, ce qui veut dire que pour le solde, les 75% restants, eh bien, nous sommes dépendants, encore une fois, des énergies fossiles, puisque, bien sûr, il nous faut faire venir cette alimentation par camion du reste du pays. Et bien sûr, ce sont des camions qui roulent au gasoil. Donc on a une forme de fragilité sur notre modèle alimentaire local. Et en fait, cette fragilité, elle est aggravée par un certain nombre de risques. Alors, d'abord des risques sociaux qui sont liés en fait aux exploitations agricoles, l'activité agricole elle-même. Donc les emplois agricoles se sont réduits à peu près 2%, d'un peu plus de 2% ces derniers sur 10 ans. Alors c'est pas forcément très forte réduction, mais c'est évidemment à mettre en regard du fait que pendant ce temps-là, la population elle-même a augmenté et le nombre d'emplois global, bien sûr, a augmenté. Donc en termes relatifs, la baisse du nombre d'emplois agricoles est évidemment beaucoup plus importante. Mais surtout, le point important, c'est que le nombre d'agriculteurs, d'exploitants s'est effondré. On en a perdu un tiers en 10 ans. Et puis sur ceux qui restent, un tiers a plus de 55 ans. Et donc va prendre sa retraite on va dire, dans la décennie qui vient. Et donc on se trouve vraiment en manque d'exploitants agricoles. On a aussi des risques qui sont liés au modèle économique, enfin au fait que le tourisme joue un rôle extrêmement important
dans notre économie locale, et sur le fait, et ça tient au fait que ce tourisme est un tourisme très saisonnier, donc qui est très concentré sur, en gros, sur l'été, sur quelques mois, et donc ça veut dire que le territoire doit être capable de nourrir une population démultipliée pendant une très très courte période de l'année, plutôt que d'avoir des capacités qui sont utilisées de façon à peu près équilibrée sur l'ensemble de l'année. Donc là, on a un modèle d'approvisionnement qui doit être capable de faire face à un stress quantitatif quelques mois dans l'année. On a bien sûr aussi des risques climatiques, ça va sans dire. La sécheresse et les vagues de chaleur sont les deux principales, mais les deux principaux risques, mais bien sûr ce sont pas les seuls. Donc ces événements extrêmes stressent la végétation et les animaux, ça affecte leur santé et leur productivité. Et puis, une dernière chose à avoir en tête, c'est que il y a également un problème de concurrence sur l'utilisation des sols. Donc ça, c'est une notion aussi dont vous entendrez parler assez fréquemment. Lorsqu'on a un espace disponible, un espace libre d'une certaine manière, se pose la question de ce qu'on en fait. On peut le laisser en jachère, enfin le laisser libre, et d'une certaine manière l'affecter à la biodiversité, ou on peut en faire une utilisation, enfin on peut l'affecter à une utilisation humaine, et donc se pose le conflit de quelle utilisation il s'agit. En particulier, est-ce qu'on l'affecte à des usages agricoles ou est-ce qu'on en fait de l'habitat? Et donc il y a cette concurrence un peu permanente dès qu'on a un mètre carré qui se libère, de savoir qui gagne entre renforcer notre souveraineté alimentaire territoriale ou construire des logements supplémentaires. Donc l'alimentation et l'agriculture, c'est notre dernier thème. Il y a aussi beaucoup à dire sur ce thème-là. Euh, alors, un peu récapitulatif de ce que je vous ai raconté aujourd'hui. Alors, on a deux groupes de thèmes. Donc, un groupe qui est autour des risques climatiques, donc les 6 risques majeurs identifiés par Météo France, un panorama de ces 6 risques, et puis un thème sur la culture du risque et la gestion des crises climatiques. Puis on a 5 thèmes autour de la vie quotidienne sur le territoire. Donc les quatre activités élémentaires que je viens de passer en revue: logement, mobilité, économie et agriculture, et puis un zoom possible sur le tourisme, qui est quand même un morceau assez important localement. Alors, euh, pour conclure, quelles sont les prochaines étapes? Donc, ce que je vous propose, c'est en fait de réfléchir au thème on vient de voir, on vient d'évoquer, et puis en discuter entre vous pour décanter un peu tout ça, et puis avancer dans votre réflexion et sur ceux des thèmes qui vous intéressent le plus, auxquels vous êtes le plus sensible. Et puis donc participer à l'atelier qui se tient jeudi. Ça nous permettra donc de discuter entre nous un peu de tout ce qu'on vous a raconté depuis le début du projet, hein, en particulier dans les 2 conférences, celle de Ludovic la semaine dernière et puis celle-ci. Ça vous donnera donc la possibilité de choisir 1 ou 2 thèmes que l'équipe va traiter. Alors plus de 2 thèmes, ça paraît quand même un petit peu ambitieux compte tenu du temps disponible, enfin du travail que ça demande, et puis du calendrier, mais enfin bon, 2 thèmes, ça doit pouvoir passer.
Et puis, ça permettra de se répartir le travail, de déterminer qui, enfin de dire, d'abord d'exprimer qui veut faire quoi, qui veut plutôt travailler sur les questions de recherche, qui veut plutôt participer à l'écriture du scénario, de la vidéo, qui veut plutôt réaliser techniquement la vidéo, qui veut faire un peu de tout. Bref, de se mettre d'accord entre nous sur qui fait quoi et de définir quelques grandes échéances, hein, d'organiser un peu les 3 mois qui viennent, de sorte à ce que on puisse tenir en gros le planning que je vous avais déjà présenté, hein, puisqu'on se donne à peu près jusqu'à fin février pour boucler cette première passe et avoir cette ou ces premières vidéos. Alors on n'est évidemment pas à la semaine près, hein, c'est pas un calendrier militaire, mais enfin bon, ça donne quand même l'ordre de grandeur. Et puis donc, après cet atelier de jeudi, on pourra se mettre sérieusement au travail et attaquer les recherches sur les thèmes choisis. Merci et à jeudi pour l'atelier.